Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce second tutoriel où nous allons vous expliquer comment remplir les différentes rubriques de votre plan interne d'urgence. Le modèle type débute par une table des matières. Celle-ci reprend l'ensemble des rubriques du plan interne d'urgence. Pour vous aider à les compléter, vous disposez à la fois du présent tutoriel, mais également du guide, tel qu'il a été transmis en annexe à la circulaire de Madame la ministre Christy Montréal. Nous allons les parcourir une à une. La première section du plan est relative à l'introduction du directeur de l'institution. Le directeur peut amener dans cette section des éléments contextuels et introductifs au plan interne d'urgence. Avant d'aborder le contenu en lui-même du plan, il convient de réfléchir à la manière dont il va être élaboré, mis à jour et communiqué. Nous allons vous présenter ces différents éléments au travers d'un exemple type. Le premier tableau reprend la présentation de l'institution, mais également la composition du groupe de rédaction. Ce groupe de rédaction se veut pluridisciplinaire. Vous retrouverez dans le guide les fonctions idéalement représentées. Selon la taille de l'institution évidemment, toutes ces fonctions ne se retrouveront pas. Il convient également, idéalement, de pouvoir consulter, dans le cadre de l'élaboration du plan, à la fois des représentants des familles et des résidents, mais aussi, là où ils sont présents, les représentants des travailleurs. Une fois élaboré, le plan interne d'urgence est susceptible d'être mis à jour en fonction de circonstances inhérentes à l'évolution de la vie de l'institution. Par exemple, une modification architecturale peut justifier une mise à jour du plan, de même que l'admission à la retraite d'un acteur clé du plan. Il convient également de garder une traçabilité de ces différentes mises à jour. Le plan en lui-même et ses différentes mises à jour doivent faire l'objet d'une communication. Cette communication a pour objectif que chaque acteur concerné puisse en prendre connaissance, de manière à l'opérationnaliser ou à comprendre ce qu'il se passera dans l'institution, au moment où il sera mis en œuvre. Ainsi, en interne, le plan doit être transmis à l'ensemble du personnel et aux représentants des travailleurs au travers du CPPT là où il existe. Il doit également être transmis au pouvoir organisateur. En externe, le plan doit être communiqué à l'AVIC pour les institutions qui dépendent du secteur de la santé et du handicap ou auprès de la DGO5 du SPW pour les institutions qui dépendent de l'action sociale. Les autorités communales et provinciales doivent également être informées du plan interne d'urgence et de ses mises à jour. Pour les autres, la communication est optionnelle. Le support de communication doit également être identifié. Il est essentiel que l'ensemble des personnes concernées par le plan interne d'urgence puissent se l'approprier. À cet effet, les autorités régionales ont souhaité rendre obligatoire la formation relative au plan lui-même, mais aussi aux notions relatives à l'urgence. Dès lors, il est nécessaire de prévoir, dès après la rédaction du plan, des périodes au cours desquelles les personnes en interne à l'institution, mais éventuellement des acteurs externes tels que les bénévoles, seront formées. Par exemple, si un plan est adopté le 3 septembre, on peut imaginer que des référents désignés bénéficient de la formation au travers du présent tuto et en présentiel très rapidement après l'adoption du plan, de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes alors former l'ensemble des collaborateurs de l'institution et des bénévoles. Toute autre possibilité peut évidemment également être prévue. Troisième partie, l'opérationnalisation du plan. Souvenez-vous, au cours du précédent tutoriel, nous vous avions présenté une ligne du temps reprenant les différentes phases du plan. La première phase, la phase de préactivation du plan. La seconde, la phase d'activation du plan et enfin la phase de post-activation du plan. Nous allons à présent les parcourir une à une avec leurs différentes rubriques. La première phase est la phase de préactivation du plan. C'est la phase de recensement et de compilation des données nécessaires à la gestion de la crise. Il convient de réfléchir à la fois en termes de ressources existantes, de ressources actuelles, mais également en termes de ressources mobilisables,
c'est-à-dire toutes celles qu'il conviendra de mobiliser, en plus en cas de déclenchement du plan interne d'urgence. Premièrement, les données générales et la description de l'activité. Il s'agit ici de donner une vue, une image correcte de ce qu'est l'institution, de ce que l'on y fait et de sa taille, de manière à permettre à des acteurs externes, tels que par exemple les gouverneurs de province, de bien se rendre compte de ce que fait l'institution. Outre le numéro d'agrément, le type d'établissement, l'adresse et le numéro d'appel général, il convient de renseigner les activités principales et les activités qui peuvent être pratiquées avec les résidents. Par exemple, s'agissant d'une maison de repos et de soins, elle vise bien sûr à l'accompagnement et aux soins aux personnes âgées. On y pratique différentes activités au quotidien, comme des ateliers de peinture, de couture, etc. Mais également des activités externes telles que des promenades. C'est également dans ce tableau qu'il y a lieu de renseigner la taille de l'institution. Dans l'exemple type, il y a 120 places et 8 places de court séjour. Cette rubrique concerne le personnel en place. Il s'agit ici d'identifier la capacité et les moyens disponibles pour assurer le fonctionnement ordinaire de l'institution, mais également la capacité, les moyens disponibles supplémentaires nécessaires pour gérer une crise. Portons notre attention sur les catégories de personnel. Cette ligne est à dupliquer pour chaque catégorie de personnel. Ainsi, il y a lieu d'établir une ligne, par exemple pour le personnel soignant, une seconde ligne, par exemple pour le personnel d'entretien, et une troisième ligne, par exemple pour le personnel administratif. Au sein de chacune de ces catégories, il convient d'identifier l'effectif et le nombre d'équivalents temps plein, ainsi que le nombre de membres du personnel nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'institution. Dans le tableau, vous trouverez une référence aux résidents, mais cette référence est indicative. Une autre référence peut être choisie. L'objectif est bien pour l'ensemble de cette ligne et donc pour l'ensemble des catégories, d'avoir une estimation du nombre de personnes présentes par jour au sein de l'institution en distinguant les différents moments de la journée, puisqu'on sait très bien que les effectifs sont différents selon que l'on se trouve en matin, en après-midi ou en nuit par exemple. Et ceci également en distinguant la semaine et les jours fériés, tout en reprenant les différences dans l'éventualité où le plan doit être mis en œuvre en raison de patients atteints par le Covid-19. Troisième rubrique. Les résidents, les familles, les visiteurs et les bénévoles. Ici aussi, l'objectif est d'avoir une vue du nombre de personnes qui peuvent être présentes dans l'institution à différents moments de la journée ou différents moments de la semaine. Ainsi sont repris ici à la fois les outils de traçabilité des résidents, mais également les heures de visite et le nombre de visiteurs estimés à ces différents moments. Cette quatrième rubrique concerne la description des bâtiments. Elle a pour objectif d'anticiper les mesures à prendre pour éviter la propagation du virus en général et en cas de confinement de tout ou partie de l'institution. L'objectif est d'avoir une vue sur les différentes fonctionnalités de l'infrastructure. L'exemple vous montre une description des circuits du personnel qu'il convient de reproduire également pour ce qui concerne les résidents, les visiteurs ou encore les fournisseurs. Cinquième rubrique. Le matériel spécifique à la Covid-19. C'est une rubrique très importante dans le cadre de la Covid-19. Il s'agit d'identifier tout le matériel spécifique nécessaire à la Covid-19 pour l'ensemble des catégories de personnel. Cela concerne à la fois le matériel de protection, mais également le matériel médical ou le matériel de nettoyage par exemple. À cet effet, il convient de bien identifier d'une part ce dont vous disposez déjà en termes de stock, mais également, d'autre part, quels sont les besoins estimés en cas de Covid, avec évidemment la manière dont vous allez pouvoir organiser cette gestion de stock. Sixième et dernière rubrique spécifique, elle aussi, à la Covid-19. Les mesures additionnelles de prévention que vous avez déjà prises ou que vous allez prendre dans ce cadre. Par exemple, quelles sont les modalités spécifiques de suivi relatives aux résidents?
non seulement le suivi relatif à leur état de santé, pour lequel il convient bien évidemment de vous référer aux circulaires AVIC telles qu'elles sont déjà parues sur le site, mais également les modalités particulières relatives au soutien psychosocial des résidents. Il en va de même du soutien psychosocial du personnel qui doit également être envisagé. Enfin, la dernière rubrique est très importante dans la mesure où elle vise à vous assurer que la continuité du service ne sera jamais compromise pour les fonctions critiques ne pouvant être interrompues. Par exemple, le directeur ou le responsable de soins infirmiers, mais également certaines catégories de personnel ou certaines fonctions spécifiques qui ne peuvent souffrir d'interruption. Ainsi, même si la Covid-19 est présente dans l'établissement, la distribution des repas ou le nettoyage doivent continuer à être assurés. Le fonctionnement de la cuisine ou le fonctionnement du nettoyage doivent donc être examinés au regard d'une pénurie potentielle de personnel. Deuxième phase, la phase d'activation du plan. Cette phase comporte 4 rubriques. La rubrique relative à l'identification du seuil d'activation, les instances fonctionnelles à mettre en place, les mesures fonctionnelles à mettre en place et enfin, les données du monitoring et de suivi. Pour ce qui concerne l'identification du seuil d'activation du plan, nous nous référons au premier tutoriel au cours duquel nous vous avons expliqué que, d'une part, les autorités peuvent être amenées à vous imposer le déclenchement du plan, mais d'autre part, que vous pouvez vous-même, en l'absence d'une telle injonction de l'autorité, décider d'activer votre plan si, par exemple, 1 ou 2 patients dans l'institution sont suspectés ou sont atteints de la Covid-19. Pour les 2 rubriques qui suivent, à savoir les instances fonctionnelles du PIU et les mesures fonctionnelles du PIU, il convient de remplir des fiches. Nous avons identifié 3 types de fiches. D'une part, des fiches réflexes relatives aux instances fonctionnelles. D'autre part, des fiches relatives à la communication et enfin des fiches de procédure. Nous allons les reprendre une par une. En ce qui concerne les instances fonctionnelles à mettre en place, ces instances sont identifiées dans le modèle type et dans le guide. Il s'agit du directeur, du médecin coordinateur ou référent, de la cellule de crise et des responsables de la communication. Il suffit ici, une fois la fiche établie, d'en mentionner la référence. Venons-en maintenant aux mesures fonctionnelles. Ces mesures ont pour objectif de décrire le fonctionnement de l'institution au moment où le plan est activé. La première chose à faire est évidemment de communiquer à l'égard de toute une série de publics cibles, à la fois à l'égard du personnel, mais également des patients, des familles, des visiteurs, du médecin traitant du patient, des paramédicaux, etc. Pour ce faire, il convient d'identifier le service responsable ou la personne responsable de cette communication, de reprendre les éléments qu'elle doit communiquer et à qui, et d'inclure tout ceci dans une fiche pour laquelle les références doivent être mentionnées. Outre la communication, il est primordial d'établir des fiches destinées au personnel. Ce sont des fiches de procédure. Elles ont pour objectif de permettre au personnel de savoir à l'avance ce qui doit être modifié dans son travail en cas de survenance d'une crise. Ces fiches peuvent contenir évidemment des instructions d'ordre général. Par exemple, les mesures d'hygiène en ce qui concerne la Covid-19. Elles peuvent aussi concerner les mesures à prendre par le personnel à l'égard des résidents. Ou encore les mesures spécifiques au personnel comme par exemple les dispositions envisagées en termes de soutien psychosocial. Enfin, d'autres procédures sont également établies concernant les mesures à prendre par le personnel à destination des externes. À la section 3.2.4, nous allons examiner le monitoring des données. Les autorités politiques ont accordé une importance toute particulière au monitoring, au suivi des données qui leur permet de prendre une photo en temps réel, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, de l'ampleur de la crise et d'apporter les mesures correctrices nécessaires. Dans cette section, il convient pour l'institution d'expliquer la manière dont elle va mettre en œuvre ce monitoring et ce suivi et d'identifier les personnes de référence qui se chargeront de la communication des données. Troisième et dernière phase de l'opérationnalisation du plan, la post-activation du plan, c'est-à-dire la gestion du retour à la normale. Il s'agit ici, d'une part,
de bien informer que le plan a pris fin et donc d'identifier les acteurs de la communication et le moment où ils vont communiquer cette fin d'activation du plan. Ensuite, il convient de déterminer clairement les instructions à donner au personnel pour revenir à une situation normale le plus rapidement possible et dans les conditions les plus sereines possibles. Enfin, c'est également le moment de l'évaluation et donc du débriefing. Enfin, les annexes. Les annexes sont très importantes dans la mesure où elles doivent être régulièrement tenues à jour. En effet, elles contiennent des éléments relatifs à des personnes. Par exemple, les coordonnées des membres des instances. Donc, dès qu'un membre d'une instance quitte l'institution, il est nécessaire de mettre cette annexe à jour. Les annexes comprennent en outre les coordonnées des services externes, mais également des listes qui seront utiles à la cellule de crise si jamais le plan est enclenché. Ces listes, dans la mesure où elles sont évolutives, parfois sur des moments très courts, ne doivent pas être annexées, mais il convient de cibler dans les annexes les endroits où on peut facilement les retrouver. Ainsi en est-il par exemple des données relatives aux membres du personnel ou des données relatives aux résidents eux-mêmes. Enfin, en lien avec les autres rubriques, il convient de joindre ici les plans de l'institution à mettre à jour, également en cas de travaux, mais également la localisation des stocks, par exemple du matériel médical. Le point 5 du plan concerne la liste de contrôle. Cette liste de contrôle a pour objectif de balayer les risques inhérents à l'institution en période de crise et des actions à mettre en œuvre. Les questions ou les propositions de cette liste peuvent être plus larges que les éléments qu'on retrouvera dans le plan interne d'urgence. L'objectif de cette liste est d'élargir au maximum le champ de la réflexion quant aux risques encourus par l'institution en cas de crise, afin de les anticiper et de les garder sous contrôle. Elle n'est pas exhaustive et vous pouvez la compléter en fonction des spécificités de l'institution.